pouvoir donner des ordres, contrôler et dominer. Raison pour laquelle on trouve davantage d'hommes parmi les fans de l'ours que parmi les fans du loup. Le grand spécialiste allemand des loups, Eric Simon, me dit un jour au cours d'une conversation sur les femmes et les loups, tous les deux, les femmes et les loups, sont de prime abord les opprimés de l'histoire. En réalité, ils sont les forts. Il convient de tenir compte du rôle des femmes dans la domestication du loup, car, sans elles, nous n'aurions très vraisemblablement pas de chiens de nos jours. Beaucoup d'explications privilégient la théorie masculine. Les loups furent apprivoisés pour la chasse, comme nourriture en période de disette ou pour protéger l'être humain. Quand je travaillais dans l'enclos des loups, j'ai élevé des louveteaux. Pour sociabiliser le loup, pour qu'il n'ait pas peur de l'homme dès son plus jeune âge, il faut retirer très tôt le louveteau à sa mère. Nous devenons sa nourrice humaine. Nous le nourrissons à la bouteille, le lavons, et il dort blotti contre nous. Nous le rapportons à sa famille après quelques semaines seulement. Ce que nous faisons là n'est pas de la domestication. Un tel processus s'étale sur des dizaines de milliers d'années. Nous l'imprégnons de notre personne. Plus tard, les animaux adultes n'ont pas peur de l'être humain, ce qui facilite grandement la distribution de nourriture et l'entretien des enclos. Un homme aurait-il pu, il y a très longtemps de cela, imprégner de sa personne un louveteau? En aucun cas. Pour cela, il lui aurait fallu avoir du lait, et, à une époque où l'homme n'avait pas d'animaux domestiques, les moutons, les vaches, les chèvres et la sagesse des loups-porcs ne furent domestiqués qu'après les loups. Seule la FM en avait. Ce doit donc être une femme, oui. Un jour, prit un louveteau dans ses bras et lui donna le sein. Peut-être avait-elle trop de lait ou ressentit-elle de la compassion pour ce pauvre petit loup abandonné. Elle ignorait, en tout cas, qu'elle était en train de mettre en marche une véritable révolution dans l'histoire de l'homme. Le loup fut le précurseur des animaux de la ferme, et le chasseur devint berger. L'histoire prit un véritable tournant. Peut-être nous, les femmes, nous souvenons-nous d'une certaine manière du rôle particulier que nous avons autrefois joué dans l'évolution, et c'est pour cette raison que nous avons une relation si étroite avec le loup. Lorsque j'ai commencé à travailler sur les loups, je me suis souvent entretenu avec Eric Simon de la différence spécifique dans l'appréciation du loup par l'être humain en fonction de son sexe. Simon étudiait alors une meute de loups en enclos dans le parc national de la forêt bavaroise. Lorsque ces 9 loups s'échappèrent, il vécut au plus près la réaction de la population. Alors que les hommes, chasseurs, police, armée, chassèrent les loups et finalement les abattirent, les femmes supplièrent dans les médias qu'on les laisse en vie. Ce n'est pas le loup qui est dangereux pour l'homme, mais l'homme pour le loup, écrivit l'une d'elles. Une autre affirma avoir entendu un loup hurler sous la fenêtre de sa chambre à Munich. Lorsque Simon lui demanda pourquoi elle était sûre que c'était un loup, elle répondit, parce que c'était magnifiquement lugubre lorsque des loups apparaissent dans une contrée, beaucoup d'hommes manifestent leur rejet, oust. Qu'il dégage d'ici ou pas de ça chez nous. Il réveilla en contrepartie souvent chez la femme son instinct de protection, sa compassion et, surtout, sa profonde nostalgie pour l'un des derniers animaux sauvages sous nos latitudes. L'ethnologue et psychanalyste Clarissa Pinkola Este est persuadée que dans chaque femme sommeille une femme loup, la force des femmes, la gardienne de l'instinct féminin originel et de la connaissance intuitive de ce qui est correct ou ne t'est pas. Dans son best-seller Pomme qui court avec les, elle écrit qu'une femme ne peut être forte, en bonne santé, créative, saine et heureuse que si elle retourne aux racines de sa nature instinctive de la femme loup, de agirant à l'originel sauvage et indompté en elle. Pour cesser faire, elle doit cloner le rôle qui lui a été dédié de famille tenante, malléable, obéissante, docile et soumise. Elle en partage ou non cette théorie. Il n'en reste pas moins qu'aucune espèce animale n'est autant apparentée socialement à l'homme que le loup. C'est vraisemblablement parce qu'ils connaissent cette parenté que nombre de peuples primitifs voient dans le loup un aïeul et un totem, symbole de leurs propres origines. Pour certaines tribus indiennes d'Amérique du Nord, le loup est l'ancêtre, la mère originelle de leur tribu au commencement du monde. La lignée de Gengis Khan, le grand souverain mongol, est, selon la tradition orale, issue d'une louve. Selon la légende, les Romains et leur grande culture doivent la fondation de leur ville au sacrifice désintéressé d'une louve. Visiblement, la féminité, origine de la vie, et le loup, symbole d'un caractère indompté, sont du point de vue de la mythologie proche fun de l'autre. Liu, enfin, dans tous les mythes et récits, le loup touche deux phénomènes cousins de l'existence humaine, la peur et la domination.
La peur que ressent l'homme de tout ce qu'il ne peut pas contrôler et décider pleinement, de la nature encore indomptée, de la femme indépendante et du loup sauvage dans la forêt, mais aussi la peur qui habite la femme face à la forêt obscure, à l'homme violent et au grand méchant loup. Ces peurs n'étaient autrefois pas totalement sans fondement et étaient faciles à entretenir. La peur peut, en effet, être utile, elle sert à dominer quiconque ne veut pas courber l'échine. La sagesse des loups. Ce jeu avec les peurs s'exprime par la narration dans les contes et les légendes. C'est ainsi que le conte très populaire Le Petit Chaperon Rouge est souvent interprété dans ce sens, le plus souvent avec un personnage charnel. D'un point de vue psychologique, le Petit Chaperon Rouge représente une jeune fille qui se fait enlever par un homme plus âgé, qui dévore d'abord la grand-mère, puis l'enfant. Cela peut être la représentation symbolique d'une annexion sexuelle. On entendait ainsi apprendre aux jeunes filles à ne pas parler à un inconnu. Dans le conte, le petit chaperon rouge est enlevé par un loup concupiscent, mais il est sauvé par le chasseur. Sa peur, la peur de toutes les femmes et jeunes filles, permet à l'homme de justifier ses privilèges. Celle qui a peur du loup dans la forêt se soumet au chasseur et à son action, à l'homme et à sa virilité. Il élimine ainsi la concurrence et crée un rapport de domination. Ce que le loup vit au même titre que le petit chaperon rouge dans ce conte est symptomatique ou du moins archétypique de la situation de la femme et du loup dans le monde réel. Tous les deux vivent l'homme comme un chasseur et un dominateur. Peut-être se trouvent également ici les raisons profondes de la affinité de la femme envers le loup. Tous deux, elle et le loup, sont de prime abord les opprimés, les perdants de l'histoire. En réalité, ce sont les personnages forts, car ils peuvent surmonter leur peur pour acquérir leur liberté et leur indépendance. On apprend lorsqu'on est jeune et on comprend avec l'âge. Marivon Ebné et Chambache. La sagesse de l'âge. Pourquoi nous ne pouvons pas nous passer des vieux contrairement aux loups vivants en enclos, qui, comme nos chiens domestiques, peuvent atteindre une quinzaine d'années. Les loups sauvages ne dépassent en règle générale pas 9 à 11 ans. Le poids des années se fait également sentir chez les loups. Comme nous, les bipèdes, ils ont leurs petites douleurs et raideurs dans la carcasse. La vue baisse, l'ouïe faiblit, et, après une longue course sur son territoire ou une chasse épuisante, le vieux loup ne récupère plus aussi vite. Le temps qu'il fait leur pèse également. Les loups adorent la neige et le froid, mais ils supportent mal la chaleur. Les périodes de canicule sont encore plus pénibles pour les vieux loups, qui restent à l'ombre pendant la journée. En outre, un grand nombre de loups accumulent les blessures au cours de leur vie. Les grands ongulés, comme les cerfs, les élans ou les bisons, savent se défendre, ils brisent des côtes et des os chez les prédateurs. À la longue, les maladies, même surmontées, affaiblissent aussi le loup et attaquent sa dentition, et le vieux loup, comme un vieil être humain, n'a pratiquement plus de dents pour attaquer et tuer une proie. À la sagesse des 1001. C'est ici qu'intervient le système social family. 11 autres membres du groupe reprennent une dose, rendent partie de S mission, quotidienne, notamment à la chasse. Elles loups sont extrêmement lion. Air inflexible et s'adapte rapidement à de nouvelles ne peut toutefois pas attendre une trop grande flexibilité. D'essai là d'un loup à la retraite, habitué depuis toujours à sa routine quotidienne. Mais, contrairement aux non des humains, le monde des loups fait preuve d'un grand respect envers les seniors. On les aide avec tendresse, et ils sont des membres vénérés de la famille. Lors de combats avec une meute rivale pour le contrôle d'un territoire, les seniors sont les atouts de la meute. Oui, vous avez bien lu, le monde des loups est grandiose, n'est-ce pas? On y estime non seulement les femmes, mais également les seniors, même si, dans des cas, ils ne peuvent plus monter au front. Les vieux loups représentent malgré tout un avantage incontestable pour la meute. Par exemple pour la chasse. Il suffit à une famille de loups de compter ne serait-ce qu'un unique loup âgé, et elle a 150% de chance en plus d'attraper sa proie. Mais pour quelle raison? Les vieux loups ne sont plus aussi résistants, ils participent plus rarement aux expéditions de chasse et doivent se reposer sur les jeunes mâles vigoureux. Comment s'explique alors leur succès à la chasse? C'est son expérience qui fait qu'un vieux loup est indispensable. Il a souvent affronté des rivaux au cours de sa vie, il a vu des membres de sa meute se faire tuer, il a lui-même tué d'autres loups. Il évite les conflits qu'il pense ne pas pouvoir gagner et accroît ainsi ses chances de survie. La meute profite des connaissances qu'il a accumulées. C'est ainsi qu'une petite meute peut vaincre une famille plus importante. J'en veux pour exemple le vieux loup dominant de la meute de Silver, à Yellowstone,
qui chassait sans cesse un jeune mâle qui tentait de se faire accepter par la Camille. Un matin, toutefois, la roue tourna. Le jeune loup devint soudain le loup dominant, et la sagesse de l'âge vieux loup destitué se montra dès lors manifestement soumis. Le jeune loup l'autorisa à demeurer dans la famille et le traita avec le plus grand respect. Il léchait ses plaies lorsqu'il s'était blessé, et l'ex-chef resta jusqu'à sa mort un membre respecté de la famille. Il s'avéra que la meute tira encore bénéfice de sa présence. Le vieux monsieur était en effet passé maître dans l'art difficile de tuer le bison. Quelques jours après cette passation de pouvoir, la meute entière partit à la chasse à l'exception du jeune loup dominant qui, trop excité par ses nouvelles responsabilités, rata l'heure du départ dans les bras de Morphée. Elle tomba bientôt sur une bisonne qui boitait. Notre retraité savait comment s'y prendre. Il s'élança vers sa proie, planta ses crocs dans sa queue et se laissa tirer par elle. Les autres membres de la meute profitèrent du fait que la bisonne ne pouvait plus se défendre normalement. Elle revint toutefois à se libérer et fonça dans une fissure entre deux rochers dont seule sa tête et ses cornes émergèrent bientôt. Cela aurait pu être la position de défense idéale s'était compté sans le vieux loup. Il considéra soigneusement la situation, fit le tour des rochers en courant et mordit sa proie aux pattes arrière. Chaque fois que la bisonne se retournait dans la fissure pour se défendre, le vieux loup faisait en courant le tour des rochers, et les allers-retours continuèrent ainsi aussi longtemps que nécessaire. Il s'était automatiquement imposé en tant que loup de tête, et, sous sa conduite, la meute tua la bisonne. Lorsque le jeune loup dominant se réveilla enfin, il hurla pour appeler sa famille. Celle-ci lui répondit, et il traversa la rivière à la nage pour participer au festin. 500 kg de bison. Il ne regretta pas d'avoir gardé le retraité au sein de la meute. Et nous, comment nous comportons-nous vis-à-vis des et la personnes âgées? Pouvons-nous seulement encore à récipier valeur de leur importante participation à la vie? Prenons-nous le temps de nous occuper d'elles, les grandes familles jusqu'à leur mort? Elles existent lesquelles elles vivaient le plus souvent dans la sagesse des loups pour ainsi dire plus. Notre style de vie actuel nous impose souvent de placer les personnes dépendantes en maison de retraite ou à l'hospice. Ce n'est pas la même chose chez le peuple primitif. On y respecte les vieux et on les fait participer aux décisions. On apprécie leur opinion. Il est regrettable que, à notre époque, les personnes âgées comptent si, par chance, on apprécie de plus en plus les collaborateurs d'un certain âge dans le monde du travail. L'ensemble de l'équipe tire profit des têtes grisonnantes. Elles possèdent de vastes connaissances, ont des décennies d'expérience et représentent de ce fait un inestimable capital. Elles maîtrisent leur art, enrichissent avec leur expérience les nouveaux projets et maîtrisent les processus. Leur capacité à penser en termes de stratégie, à argumenter logiquement et à partager leurs connaissances sont autant d'atouts en leur faveur. Elles sont en outre plus posées et possèdent une approche globale du travail. Les loups aussi savent apprécier de telles expériences et qualités. L'unique problème avec la communication est l'illusion qu'elle a eu lieu. Joly, Bernard Shaw. L'art de la communication. Comment un chant commun peut générer la confiance. Cela fait des années que je fréquente des contrées sauvages. J'ai souvent entendu le chant des loups, mais aucun ne m'a touché autant qu'en ce jour glacial de novembre 1991. Lorsque, pour la première fois, j'entendis le chœur des loups sauvages dans les forêts du Minnesota. Je venais de m'installer dans une cabane en rondin au milieu du territoire d'une meute de loups. Je voyais de temps à autre un loup trotter au loin sur la surface gelée du lac. Je voulais savoir dans quelle mesure je parlais le loup et me mis à hurler dans l'espoir d'obtenir une réponse pour estimer leur nombre. J'étais au bord du lac et hurlais, écoutais et grelottais, surexcité. Le seul bruit perceptible était parfois le claquement de mes dents dans le couchant. Enfin, le cri tant attendu retentit. Un seul son, profond, qui émanait de la forêt et s'élevait en se vrillant vers jusque dans le ciel. Il pénétra au plus profond de mes tripes, cœur. Un hurlement lui répondit de l'autre côté de la forêt, et, la sagesse des loups bientôt, les voix des loups résonnèrent de toutes parts. Sens profonde, claire et hystérique, exultante. J'avais l'iri presque si, de haine le trouvait simultanément à Vérone, à la Scala de 1000, TT Metropolitan Opera à New York. Tous les sens à l'affût, néantais eu de m'imprégner de leur chant pour ne jamais l'oublier. Je chantais avec les loups sauvages, sur leur territoire. Ce fut leur plus grand cadeau au début de mon parcours lupin. Le chant des loups est l'un des plus beaux sons de la nature.
Les raisons de leurs hurlements sont multiples, soit signalent à leurs rives les loups que c'est leur territoire, soit ils appellent des membres disparus de la meute ou un potentiel partenaire sexuel, soit, encore, ils affirment ainsi leurs liens sociaux. Un chœur de hurlements contribue à renforcer les liens familiaux. Je dus y penser un jour, alors que, après une longue observation des loups, je prenais mon repas dans un restaurant, à Gardiner, j'observais la famille à la table voisine en attendant mon burger, un couple avec 2 enfants, un garçon de 14 ans environ et une fille d'une dizaine d'années. Chacun d'eux tenait un iPhone en main, le garçon en avait même 2. Ils étaient si occupés à tapoter sur leur portable et à lire les courriels ou les nouvelles qu'ils en oubliaient presque le repas qu'on leur avait servi. Ils se goinfraient de temps à autre, sans même lever les yeux. Le repas terminé, ils se préoccupèrent de plus belle de leurs engins électroniques. Il régnait à leur table un silence de mort. La famille n'avait pas prononcé un mot depuis qu'elle avait passé sa commande. Ils étaient égarés dans leur technique et n'avaient pas eu de réelle discussion. Les loups sont des maîtres de la communication, et, sans électronique. Ils parlent avec leur corps, leurs yeux, leur museau et la position de leur queue, mais aussi en marquant leur territoire et en hurlant. Et c'est aussi parce que les loups ont cette capacité à communiquer clairement et efficacement qu'ils communication est importante pour la qu'on prébatte si peu. L'attention et la confiance mutuelle. L'art de la communication, il me fut impossible, autrefois, dans le Minnesota, de déterminer combien de loups me répondaient. Lorsque plusieurs loups, ou coyotes, hurlaient, j'avais l'impression que la forêt en regorgeait. Chaque voix était différente. Dans une étude scientifique de 2013, les chercheurs ont recensé 21 types de hurlements différents chez le loup. Chaque espèce de loup, loup des forêts, loup rouge, etc., possède son propre dialecte, et chaque animal a son timbre propre, impossible à confondre avec un autre. Cette capacité induit en erreur les êtres humains et vraisemblablement les loups rivaux, qui ont l'impression qu'une multitude de loups leur répondent. Nous, les bipèdes, nous sommes particulièrement impressionnables et imaginons la meute beaucoup plus importante qu'elle n'est en réalité. Un avantage indéniable pour le loup. Le langage corporel des loups est très vaste. Des attitudes menaçantes comme gronder, grogner, montrer les crocs, pincer, knacker, barrer le passage au pincé permettent d'éviter les vrais affrontements. Les attitudes d'apaisement comme tourner la tête, baisser le regard, ignorer ou donner de petits coups de patte contribuent à atténuer le stress social. Les attitudes de réconciliation comme se toucher, se pelotonner l'un contre l'autre, marcher côte à côte, se lécher et mordiller mutuellement le pelage favorisent la compréhension et la réconciliation. Comme chez l'homme, les yeux sont un moyen de communication important chez le loup. Comme lui, il se sent menacé quand on le regarde fixement. S'il regarde vers le bas ou au loin, c'est un signe de soumission et d'amitié. Lorsqu'il adopte une mine juvénile et ouverte, c'est qu'il a envie de jouer. Une modification de la pupille trahit, chez le loup comme chez l'homme, une émotion, la joie, la douleur, la peur, la colère. Les loups évitent le contact direct avec les yeux parce qu'ils sont très prévenants les uns envers les autres. Ils se regardent certes brièvement l'un l'autre pour communiquer, mais ils évitent de se fixer dans les yeux directement pendant trop longtemps. 83 La sagesse des loups. 2 êtres humains entretenant une relation intime ferment souvent les yeux pour exprimer leur bien-être quand ils se touchent. Les loups font de même lorsque leur partenaire leur mordille le pelage dans le but de communiquer. Ils adorent visiblement le contact. Ils se touchent volontiers l'un l'autre à tous les âges. C'est notamment le cas lorsque la mère ou une baby-sitter s'occupe des petits, mais aussi lors de la parade amoureuse, en période de rut. Les soins corporels mutuels représentent une part importante de la vie sociale du loup. Ils expriment la sollicitude et l'attachement envers le partenaire. On observe également cette réaction avec nos animaux de compagnie. Lorsque nous caressons notre chien, notre tension artérielle baisse, et l'attachement mutuel entre lui et nous s'en trouve conforté. La médecine reconnaît également l'efficacité et les vertus curatives de tels contacts affectueux. Caresser, ou masser tendrement, fait ralentir le pouls du patient et stimule la sécrétion de substances antidépressives, comme la sérotonine et la dopamine, dans le cerveau. On observe, en outre,
Une concentration croissante d'ocytocine, une hormone qui favorise le calme et la confiance en soi. Les contacts délivrent une sensation de proximité et de sécurité. L'art de la communication. Je réfléchis au nombre de signaux dont on dispose lorsque pour communiquer entre eux et avec les membres d'une meute. Je suis consciente de l'indigence des êtres humains dans ce domaine. Certes, nous communiquons également à travers le haut-trachenois, la gestuelle et les mimiques, mais, alors, pourquoi aimons-nous si souvent incapables de nous comprendre? Nous exprimons rarement avec clarté. Les propriétaires de chiens, et les parents, savent que des signaux clairs et sans équivoque ont l'alpha et l'oméga d'une bonne éducation. Les chiens prêtent moins attention à ce que nous disons, ils entendent une sorte de blabla qu'à la manière dont nous le disons. Non veut dire non, aide pas éventuellement, peut-être on verra. Nous devons exprimer ce non exactement comme nous le pensons. Il nous est déjà souvent difficile d'interpréter correctement les échanges entre êtres humains, on imagine facilement ce qu'il en est avec les loups. Les hurlements, notamment, intriguent les chercheurs. Lors d'une étude menée en 2013, ils sont parvenus à classer par catégorie les divers dialectes des loups, mais ils n'ont que difficilement trouvé la signification des divers sons, ce qui ne me surprend pas. Des enregistrements et un ordinateur ne valent pas une étude sur le terrain. Les chercheurs doivent se mettre dans les conditions naturelles et observer le spectre de la communication des loups dans son ensemble. Alors, peut-être, comprendront-ils leurs hurlements. L'exemple suivant montre qu'il ne suffit pas d'identifier le loup qui hurle. Ce qu'il veut dire aux autres n'est être compris que si l'on en voit le contexte global. J'observais ce jour-là une famille de loups. Certains se reposaient dans la neige, d'autres fouinaient alentour. Un grand loup noir semblait inquiet. Il se leva, se recoucha, se dirigea vers les autres loups, qui l'observaient, grimpa à bonne allure au sommet de la colline, disparut dans un nuage de brume, en ressortit. Il commença à descendre la colline, s'immobilisa, dressa la tête vers le ciel et se mit à hurler. Une succession de sons brefs et profonds qui s'achevait par une modulation vers le haut. 85. La sagesse des loups prit sa descente. Famille n'y prêta pas attention. Le loup noir appela de nouveau. Quelques loups se levèrent enfin et le taillèrent. Bientôt, la meute entière disparut derrière la hache. J'y suivirent. Pourquoi le loup noir avait-il hurlé? De quoi la canne fort bougez-vous le derrière et rare ça? Cela voulait-il dire qu'enfin, avait-il faim, envie d'aventure ou sien polerméati, compagnie, ou son hurlement contenait-il des FNT de spécifiques? Les chercheurs affirment aujourd'hui unanimement que la cause de cette communication orale repose sur les accents aigus peuvent entendre et distinction. Ils guèrent entre les sons les fines nuances de chaque hurlement. Ils peuvent non seulement identifier lequel des loups de loin PS hurle, mais aussi en déduire son humeur. Tous les mammifères, y compris les êtres humains, expriment leur excitation par des tons plus aigus. Le loup noir faisait ainsi comprendre à sa famille qu'il était excité. Cela suffit à aiguiser la curiosité des autres loups et à les inciter à le suivre. On ne compte plus les mythes sur le hurlement du loup. Voyons ce qu'il en est. Non, les loups ne hurlent pas à la lune, même si cette image est volontiers véhiculée par les films romantiques ou d'horreur. Si les loups hurlent davantage période de pleine lune, c'est uniquement en raison des meilleures conditions de lumière, qui leur permettent, par exemple, de partir à la chasse. Le hurlement en groupe est souvent caractéristique des loups qui se préparent pour la chasse. Et, contrairement à certaines affirmations, les loups sont tout à fait capables d'aboyer s'ils sentent le danger et veulent en avertir les autres. J'ai déjà vu des loups littéralement péter les plombs à la vue d'un ours s'approchant de trop près de ses petits. Ils font immédiatement rentrer ces derniers dans la tanière d'un bref aboiement d'avertissement, puis se livrent sur l'intrus à une verrie, attaque sonore, crise hystérique, glapissement, aboiement, table gronde, palette des sons y passe gronde toute la air un dimanche à assez harmonique un ion dit-1, une seconde 11 104 111 certes pour défendre leurs petits, mais aussi leur territoire. C'est ici qu'il y a quelques années de cela les loups du Druy se livrèrent à une véritable bataille d'abois à 200 zines de distance avec fascination. Les druids jappaient puissamment, bruyamment, constamment, interement, que je suivis, calant de temps à assiater de brefs hurlements, alors que les intrus les loups semblent même connaître l'heure, mercredi, leur aborrait dessus 15 heures. Répétition de la chorale. En effet, pendant un certain temps, une meute de Yellowstone commençait systématiquement à hurler à cette heure-là. L'explication était simple.
Tous les mercredis, un camion du PS livrait la poste et les denrées alimentaires à Silvergate et Coke City, des villages isolés à la sortie nord du parc. À peine le camion était-il entré dans la Lamar Valley que le concert commençait. Je n'ai jamais pu savoir ce qui les poussait concrètement à le faire. Peut-être son moteur émettait-il un bruit qui leur plaisait et auquel ils voulaient répondre. Toujours est-il que je savais toujours quand la poste arrivait. Lorsque le livreur changea de camion, les hurlements cessèrent aussitôt. Quelle que puisse être sa signification, le chant des loups fascine et charme les humains. L'écologiste et auteur Aldo Léopold en a fait une description parfaite. Seule la montagne a vécu suffisamment longtemps pour savoir interpréter concrètement le hurlement des loups. Entendre hurler les loups pendant mes voyages d'études est chaque fois une expérience unique. Le dernier soir de l'un de ces voyages, j'étais monté avec mon groupe au sommet d'une montagne, à partir duquel nous pouvions observer 3 ETETV Al-Chaïs territoire de loup, qui se ch endroit, le territoire de la Meuse des Agates à l'ouest, celui slow bleu, ne point gland soleil, ciel par au sud et laï, Arnar Valère, A est avec les drouilles monté la longue vue, et il faisait un temps idéal, dans toutes LTS un Yavesi, crisante. Nous regardions C14 érection 87 la sagesse des loups à la recherche des loups, lorsque nous entendîmes un hurlement. C'était un loup gris qui, à quelques 500 mètres de nous, hurlait à fendre l'âme. La réponse ne se fit pas attendre de l'autre côté de la vallée, et la troisième meute se joignit bientôt au cœur des loups tout autour de nous. Nous faisions tourner la longue vue comme une toupie pour dénicher et voir tous les choristes. Les agates, les plus proches de nous, étaient très en colère contre des loups étrangers qui avaient pénétré sur leur territoire. Leur hurlement se transforma en un puissant aboiement. Les druids étaient remontés contre les agates. Après tout, ils étaient arrivés avant eux, et le chanteur solitaire ne parvenait pas non plus à se calmer. Les loups se livrèrent ainsi pendant plus d'une heure à une authentique compétition de chant. Il est impossible d'entendre le hurlement des loups dans la nature sans être remué au plus profond de son être. Beaucoup de gens pleurent. Cette sonorité semble toucher notre âme, quelque part au plus profond de nous-mêmes. Un mélange de respect, de joie et de peur. Je suis très reconnaissante de pouvoir partager une telle expérience avec d'autres personnes. Je lis dans les yeux de ceux qui l'entendent pour la première fois et c'est que nous avons encore tout un lien avec la nature pour aussi technicisé que puisse être notre vie, notre maison et l'endroit que nous aimons. Nos pieds peuvent en partir, pas notre cœur au Fivor ou en Delholm. La nostalgie de la patrie, pourquoi nous avons besoin d'un lieu auquel nous appartenons, c'est à l'hiver dans la vallée des loups. Il avait neigé pendant la nuit. Te monter sur une colline, chercher un endroit que le soleil ne tarderait pas à réchauffer, disposer mon matériel autour de moi et monter le trépied sur lequel je fixais la lourde longue vue. Je passais mes jumelles autour de mon cou, mis mon émetteur-récepteur dans une poche de veste et mon petit dictaphone dans une autre. Le travail pouvait commencer. Ils étaient déjà là, les maîtres de la vallée, les Lamar patrouillaient le long de la frontière de leur territoire. Ils suivaient manifestement une trace. Ils s'immobilisèrent devant un rocher couvert de neige. Les parents enfoncèrent leurs museaux profondément dans la neige et perçurent une odeur qu'ils semblaient connaître. Les loups peuvent, avec leur nez, non seulement sentir, mais également voir. Leur crâne est doté de millions de récepteurs olfactifs, jusqu'à l'intérieur de la gueule. Cet endroit qu'il 93 la sagesse des loups reniflait intensément ne leur disait pas uniquement quel loup était passé par là, mais aussi quand. Le nez d'un loup sait tout. En reniflant les marques laissées par les loups le long de leurs frontières, leurs rivaux peuvent en déduire l'importance de la meute, la taille et la force de ses membres. Lorsque les ailes patrouillent au cœur de leur territoire, peu importe lequel d'entre eux se passe devant de toute façon, on est en terrain connu. À la frontière du territoire, en revanche, c'est le couple dominant qui mène la troupe. Les autres restent en arrière, comme pour dire laissons d'abord papa et maman évaluer la situation. Les loups vivent sur un territoire bien défini, c'est leur patrie. Elle est synonyme de protection, de nourriture et de sécurité où y élever les petits. Pour la délimiter via pévis de leurs rivaux, les loups dominants déposent des marques olfactives, de l'urine et des déjections, à de brefs intervalles, le long de ces frontières, comme les poteaux d'une clôture, et ils grattent le sol. Ils urinent le plus haut possible afin que le vent puisse disséminer leurs odeurs, sur un rocher, par exemple, ou une souche d'arbre. Pour ce faire, ils lèvent la patte aussi haut que possible. Tous les loups sont autorisés à marquer le territoire, mais seuls les loups dominants mâles et femelles ont le droit d'uriner en hauteur.
Les animaux de rang moins élevé doivent s'accroupir, même les mâles. Les loups dominants marquent le territoire en alternance, affirmant leurs revendications territoriales et leur sentiment d'appartenance mutuelle. Ils forment une unité, afin de bien répartir leur urine et de pouvoir marquer le plus souvent possible leur territoire. Les loups dominants n'en déposent que quelques gouttes, mais à des endroits jugés stratégiques, comme à l'intersection de chemins forestiers éparpillés en grattant vigoureusement le sol. Les lamas repartirent, la truffe tatecée, Syndite tusitne, le ténien tire alors que je remarquai le comportement typique petit loup, qui reniflait un tenez qui était un peu à la traîne. Le avait copieusement marre, accent aiguement un arbre, que ses parents, la nostalgie de la patrie s'assura d'un coup d'œil circulaire que personne ne l'observait et il leva la patte aussi haut qu'il put, sans quitter des yeux ses parents, qui ne remarquèrent pas cet affront. L'effronté ou le freluquet, comme j'aime appeler ces hardis petits loups, gratta brièvement le sol et rattrapa le reste de la troupe. J'en mettrai ma main au feu, j'ai perçu un éclair de malice dans ses yeux. Trouver sa place dans l'écosystème et survivre sont les deux choses les plus importantes dans le monde des loups. Un bon territoire doit proposer une source fiable de nourriture sur le long terme, ainsi que suffisamment d'espace pour que les loups puissent s'isoler. La taille d'une meute dépend de la surface disponible, du nombre de loups par rapport à l'ensemble de la faune, du nombre de proies et de la stabilité de la meute. D'une manière générale, plus une région est giboyeuse, plus le territoire d'une meute est petit. En Europe centrale, il fait entre 150 km² et 350 km², alors qu'en Sibérie ou dans le nord du Canada il peut s'étirer sur plus de 1000 km². Le territoire des loups se compose d'un territoire intérieur dans lequel il reste les 2/3 du temps quelque chose comme la maison et le jardin, et d'un territoire extérieur quelque chose comme une aire pour la promenade ou une sortie en ville. Dans des circonstances normales, le territoire d'une meute ne change pas d'une année à l'autre et d'une génération à la suivante, de même que les tanières pour la mise bas sont souvent utilisées pendant des décennies. Les loups sont si étroitement liés à leur territoire qu'ils aiment y retourner rapidement après une patrouille en terrain inconnu. Les jeunes loups, notamment pendant la puberté, tendent davantage à s'exiler lorsqu'il s'agit de conquérir de nouveaux mondes et des dames. Ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres à la recherche d'une partenaire, mais finissent toujours par retrouver le chemin de leur lieu de naissance. Ils emportent avec eux une représentation de leur patrie, une sorte de carte. Ils en connaissent chaque arbre, chaque intersection, la sagesse des loups et chaque source. Ils se souviennent des sites où ils ont erné premier, ont été réserve, prennent sciemment des raccourcis, connaissent le plus favorable pour traverser un cours d'eau et ont le paix favorite. En hiver, ce sont souvent des endroits ensoleillés leur lasse et propices au repos, et, en été, des endroits ombragés en IE accent grave forêt 4 ou 5 mois. Les loups veulent à craindre des lâches sans aigu de leur espace vital en suivant leurs parents et leurs fratries dans leurs déplacements. Ils assimilent les frontières, les odeurs et les diverses formes des paysages. Et, bien sûr, ces jeunes loups apprennent de bonne heure à économiser leur énergie en empruntant les voies tracées par l'homme, comme les routes déneigées, les pistes de ski de fond ou les traces de motoneige. Ces connaissances font l'objet d'une culture de la transmission. La progéniture hérite du territoire et de son gibier. Les loups apprennent à attraper facilement leur nourriture, notamment sous la forme de moutons ou de veaux sans protection, et à éviter certains animaux, car s'approcher d'eux peut être douloureux. Clôtures électriques. Ils connaissent les endroits où les hommes jettent leurs déchets. En Italie, par exemple, aux alentours de Rome, ils ont découvert leur pâte de prédilection, raison pour laquelle Éric Simon, qui étudia longtemps le loup des Abruzzes, les appelle les loups spaghettis. Qu'est-ce que la patrie pour nous, les hommes? Pour un, ce sera l'odeur du pain sortant du four, pour un autre, les cloches dominicales, et, pour un troisième, les êtres humains, les voisins, les amis. Tout cela nous est familier, nous donne une identité et un sentiment de sécurité. Nous avons autre chose d'indéfectible. LUS la nostalgie de quelque patrie nous est un soutien. Un dicton russe dit, patrie n'est pas là où tu connais tous les arbres, mais là où tous les arbres te connaissent. Certains peuples primitifs croient qu'il est important pour notre arne d'être en harmonie avec notre lieu de naissance. D'après nos muscles et nos os, qui se donnent alors que nous sommes eux, encore dans le ventre de notre mère, prennent une empreinte des 96. La nostalgie de la patrie 996.1 NBRW, Inomioj, 1 Watt 4, Osaur Wigj.
une JRD. Sono Emmanuel un DNR. Jurix et Russell no USAP of Loknpslatus Eurlio et JSL Igo Esrol no la Moscmu Ipos Agi Purba à relire UALJN Junu Apir Liopio PSP Soluo SAP de Lutus no ISAP Osa UAUJ 211 BDD CD 4 UTO ASD Ultoplissi. U0 Jopio Magianola NBAZINU. Odurlio TUOR 4DR Alain Outlio 4S2S DJUSCAUR 4S APDDA Uxne Suctalio Titursus Nzosel Puo Q4 UATIDNUA Alpha TNB Sorol PAL Sol Intutuo UALUS Upnsana SAP 91.9 DI Sun Soiluatuambu. RDAG Aita Sal Natus Inars Ni ANB Jnosphir Unza du Ciso Ana Inter Yanoun. Pénolans SRE Wasanol Gingix Neki Opio Doana JDLU OJSJT JUOP, Rumajo, Snesol Zwa LPO Dotao 4 UATULU 4 x 2 4S2, Ruel TLIEJ 1.2 I 41e Etelo TDAU Lozacal 2, 1, EA et Canun Suisse Urpao SAPANBE.C, LNJ Suisse OAS2 seconde DOAEOT 4e 4 UCLIGEO 2 UT1, UOLULUS LIO 2,1. Un A4 Runio du Dénor NDNU numéro 2 1 Sui et Surf. Otito Oji Oluatuen O4 EOS. Rouo de Sophiro S3 Coli AN 9 secondes Zoal et un S2 12D du OS2. 11 et 2 secondes 2 I40. Trest SOSNIEL Soumgulox no Sodul Sol.10 à 112 2 IO2 de Lior en OSP Col aussi 14 USO XNUPNTD Sloro IPU AXNR à la 442 9 UNJDAS 4 IE Utulos Noch Sol. Soit leur QOTS 2 Iatat Star Urtsiulno. Un onupuo lior ararom un solal 14 RDO, uoluatuo ipulupio jojide 1 4 au 91 repuo pio jojide un suoluo soch snusioto 4 n snusno omzem kusol 4 susio au lu.1 solo nbs tojol nol suom nos nom 2 udi du st2, 1, 4 2.1114 FIDDP sked knosé suerlu ou uor paneels o TID fin. Nepal-Uoginuon 1 Psutnjsa Gisto à 4 heures pour sur PSLNS Ocpurn Bujs 1103 Xtiad ou SAPST, Kilu.c Exituo, 11 DPSO SUEP Laditie SU 24 Népal Suadi Suri, 11 Aptuo 1 ONP Sui No SMS Otediern, à -0 page 41,11, S4 Yoars Puraf 3D J Ursulatio à lui Pupa SAP Sindo X011, 11 BEJ Ompsawadil Bafint Plokildai Ludwadu, Uopui Suri, 4 Enoljet Donu Jas DH Odifa Lille Dédédin, Pednoguesi 13 Josat Olusat POW. La nostalgie de la patrie. Les causes de décès les plus courantes chez les loups, autres que celles liées à l'homme, sont toutefois les combats pour un territoire. 20% des loups en meurent à Yellowstone, bien qu'ils tentent systématiquement d'éviter les confrontations, car chaque combat entraîne son lot de blessures et représente un danger pour sa propre famille. Les confrontations sont presque toujours agressives lorsque l'adversaire passe outre les marquages et les avertissements. Chaque meute tente de chasser l'autre et, si possible, de la tuer. À propos, ces grognements terrifiants, les babines retroussées, que l'on entend dans certaines scènes de bagarre entre le son des montages acoustiques de l'industrie cinématographique pour ajouter de la tension dramatique. Les combats à mort sont en réalité d'un silence, de mort. J'ai pu observer, un jour, un tel combat entre deux meutes rivales à l'issue d'une querelle larvée entre les druids et les slugs. Ces deux meutes avaient jeté leur dévolu sur un territoire, la Lamar Valley, qui avait été pendant de nombreuses années la patrie des druids. Ils y étaient nés, et, avant eux, leurs parents. À l'apogée de la meute, les visiteurs retenaient leur souffle à la vue de cette famille forte de 37 individus qui patrouillaient dans la vallée. La roue allait toutefois tourner lorsque les louveteaux druids furent décimés par la maladie. Les slugs commencèrent à prendre leurs aises dans la vallée et à vouloir en chasser les précédents propriétaires. 2 ans plus tard, ils en avaient pris possession. J'étais à l'affût à mon poste d'observation, exactement entre les deux meutes. 18 loups dévoraient un cadavre sans se douter que 16 druids approchaient dans leur direction. Aucun d'eux ne les avait sentis venir. Les druids surgirent soudain du haut d'une colline, précédés par le couple dominant et un loup gris de 1 an, la queue dressée, les poils de la nuque hérissés. Les slugs s'enfuirent vers l'ouest. La meute du druid comptait certes moins d'adultes, mais la plupart d'entre eux étaient très forts.
Certains la SSE des Louvetos-Loug n'avaient pas encore compris de quoi ils retournaient et se tenaient là, désemparés, près du cadavre. Fuyez, leur criai-je intérieurement. Fuyez, il y va de votre vie. Les attaquants se dispersèrent en éventail, traversèrent la rivière à la nage et gravirent la pente à toute vitesse. On aurait pu croire qu'ils avaient répété cette chorégraphie, mais ils ne suivaient là que leur instinct. Ils arrivèrent à la hauteur du premier Louvetos-Loug. À ma grande surprise, ils le doublèrent sans lui prêter attention, et j'espérais alors qu'ils se contenteraient de faire fuir les autres. Ils se saisirent toutefois du deuxième Louveteau et se jetèrent sur leur malheureuse victime. Son compte fut vite réglé. Ils l'abandonnèrent sur place et repartirent en courant vers l'ouest, à la poursuite des Slougs. Par bonheur, ils n'en attrapèrent aucun. Ces derniers quittèrent la vallée quelques heures plus tard. Pendant une brève période, ils avaient été les souverains du Maine, leur territoire de Yellowstone. Ils venaient de perdre simultanément leur territoire et un de leurs enfants. Ils retournèrent s'installer sur leur ancien territoire. De tous les mammifères, le loup est celui qui défend son territoire avec le plus d'ardeur. Qu'est-ce qui fait qu'une meute est plus forte qu'une autre lors de ces violents affrontements? Cela tient-il au nombre de loups? La meute la plus importante gagne-t-elle systématiquement la victoire ou la défaite, le droit de rester ou l'obligation de partir d'un territoire, de vivre ou de mourir? Tout cela dépend d'un grand nombre de facteurs. La supériorité numérique est très vraisemblablement un atout, elle est même d'une importance stratégique capitale. Une meute possédant ne serait-ce qu'un loup de plus que la meute ennemie a de fortes chances de gagner. Le lieu du combat joue également un grand rôle, sur son propre territoire ou chez l'ennemi. On connaît les avantages qu'a une rencontre à domicile si dès la nostalgie de la patrie le sexe des loups est encore plus important. Un grand nombre de mâles adultes est incontestablement un atout, raison pour laquelle ceux-ci se font plus facilement accepter au sein d'une famille existante. Les loups dominants savent qu'un mâle, même s'il est un concurrent potentiel pendant le rut, constitue un avantage pour la famille lors de bagarres. Comme nous l'avons déjà vu, l'âge reste toutefois le critère le plus important. Une meute avec de vieux loups expérimentés est plus apte à protéger son territoire. On va de surprise en surprise lorsqu'on observe un combat, par exemple, de constater certains comportements indéniablement altruistes. Un jour, lors d'un combat pour un territoire, un loup fut attaqué par la meute adverse. Au risque de sa vie, son petit frère passa en courant au ras des combattants pour détourner sur lui leur attention et interrompre l'attaque. Tous deux s'en sortirent sains et saufs. Un autre loup n'eut pas cette chance lorsqu'il sauta au cœur de la bagarre et se sacrifia pour sa famille. Il fut tué. L'explication de tels comportements nous a été livrée par la règle dite de Hamilton, du nom du biologiste William Donald Hamilton. L'altruisme entre les membres d'une même famille profite à celui qui le pratique, même s'il semble ne rien y gagner, voire s'il y laisse sa vie. Les loups d'une fratrie ont 50% de gènes en commun. En sauvant la vie de son frère, le jeune loup avait assuré la descendance de la meute et donc, indirectement, la transmission de ses propres gènes. Ces exemples démontrent la force d'une meute. Se dévouer pour l'autre sans égard pour sa propre vie et soudain l'on sait qu'il est temps de commencer quelque chose de nouveau et de faire confiance à la magie du commencement. Ntli Trekar. Voilà, je suis partir et arrivé. C'est le 13 mars 2009, en Saxe, qu'un louveteau de 10 mois fut baptisé Flan. Ce jour-là, il se déplaçait seul. Il suivait vraisemblablement quelques traces et vadrouillait de ci de là. Il attrapa 2 ou 3 souris et marcha soudain sans méfiance sur un piège. Il se tortilla, tira sur la mâchoire qui lui emprisonnait la patte, mais rien n'y fit. Des bipèdes arrivèrent bientôt. Il était trop tard pour avoir peur. Une piqûre le plongea dans le sommeil. Lorsqu'il en émergea péniblement, seul un lourd collier lui rappela sa rencontre avec les humains. Dans son sommeil, Itremael n'avait pas eu conscience de la procédure scientifique durant laquelle on l'avait mesuré et pesé, où on lui avait aussi prélevé du sang. Une seule chose l'intéressait maintenant, retrouver le plus vite possible le cocon familial. Mais il y rapportait un étrange souvenir, un collier GPS-GSM dernier cri. Celui-ci se géolocalisait lui-même par satellite et transmettait sa position par radio à une station de réception du bureau de contact des loups de Saxe, en Lusace, dans le nord-est de l'Allemagne. Le jeune loup envoyait des SMS au biologiste Joseph Lutl, Reinhardt la sagesse des loups, mais tout cela, Alan, comme il s'appelait désormais, l'ignorait. Il était heureux d'être de retour à la maison.
le jeune loup resta quelques semaines dans sa famille, comme le constatèrent les deux femmes à l'aide des signaux, puis quitta le territoire familial et se mit en route. Dans son voyage vers l'est, le jeune mâle resta tout d'abord presque 3 semaines dans le nord-est de la Pologne, à l'ouest du parc national de la Biebrza, puis il traversa la forêt d'August-CW, où vivaient plusieurs meutes de loups, et franchit finalement la frontière avec la Biélorussie. En juin 2009, il était déjà à 670 km à vol d'oiseau au nord-est du territoire de ses parents. 4 mois plus tard, le mâle se trouvait dans la région frontalière entre la Biélorussie et la Lituanie. Entre avril et octobre, il avait parcouru plus de 1500 km et était désormais à 800 km à vol d'oiseau de son point de départ. Puis Alan n'envoya plus de SMS. Le collier ayant auparavant montré quelques défaillances, les chercheuses en conclurent qu'il avait définitivement rendu l'âme. Alan les avait emmenés jusque-là dans son voyage, par le biais de leur ordinateur. L'étude pilote sur la migration et la dissémination des loups en Allemagne, qui eut lieu entre 2009 et 2011, était portée par l'Office fédéral de la protection de la nature et financée par le ministère fédéral de l'Environnement, de la protection de la nature, de la construction et de la sûreté nucléaire. Elle fut ensuite remplacée par l'actuel projet Loups migrants. Ces données permettent d'obtenir des informations sur les voies migratoires des loups, sur leur lieu de prédilection, sur les possibles obstacles et sur les causes de leur mort. Elles permettent également de mieux comprendre comment des loups se comportent dans une région agricole localement très peuplée. Nous ignorons en grande partie pourquoi un loup quitte sa famille, et quand, où il va et pourquoi certains se comportent en pionniers alors que l'autre préfère rester dans le véritable cocon familial. Voilà, je suis parti, certains s'en vont parce que la nourriture ne suffit pas pour la meute, alors que d'autres sont poussés dehors par leurs parents, notamment pendant le rut. Quand l'atmosphère est tendue et qu'un jeune loup se pose en successeur potentiel du loup dominant. D'une manière générale, le couple parental se montre très tolérant envers sa progéniture jusqu'à l'âge de 2 ans. La famille est un tremplin pour les jeunes loups qui décident s'ils veulent la quitter et quand, et s'ils veulent, plus tard, la réintégrer. S'expatrier est toujours risqué pour un loup, qui peut facilement y laisser sa peau. Ce sont davantage les jeunes mâles et les caractères bien forgés qui sont attirés par l'inconnu. Comme on l'a vu précédemment, beaucoup de jeunes loups restent à la maison et aident les parents à élever les fratries suivantes. Il est tout aussi favorable pour l'évolution de s'occuper de ses frères et sœurs que d'élever ses propres petits. Comme on l'a vu à l'exemple du jeune loup qui se sacrifie pour sa famille, un comportement altruiste peut également jouer en faveur de la reproduction, règle de Hamilton. Cela vaut également pour l'éducation de ses propres frères et sœurs, parce que les loups contribuent ainsi à la transmission de leurs propres informations génétiques en partie présentes dans le patrimoine génétique de la fratrie. Comme dans les familles humaines, il y a chez les loups des aventuriers attirés par les grands espaces et d'autres qui préfèrent l'hôtel chez maman. D'autres encore, comme Casanova, passent délibérément d'une famille à l'autre. La règle générale est la suivante: plus la nourriture est rare et la meute importante, plus nombreux sont les loups qui la quittent. Ils doivent cependant trouver un territoire approprié et libre. Dans la configuration classique, un jeune loup s'en va à 2 ou 3 ans et rencontre une jeune louve avec laquelle il s'installe et fonde une famille. Le chemin est toutefois semé d'embûches. La concurrence sociale est importante, et les agressions entre loups sont à leur apogée au printemps. Pendant le rut, la sagesse des PS, les loups ont disparu d'elle, l'année au milieu du siècle. Les rares loups qui y entrèrent ensuite parlaient furent tous, sans exception, abattus. Le loup put être chassé toute l'année en RDA dès sa fondation. Tels animaux parvinrent toutefois à franchir la frontière de la mort. Ce n'est qu'en 1990, après la réunification et la chute du mur de Berlin, que le loup put accéder librement à l'ouest. Il intégra alors la liste des espèces protégées dans toute l'Allemagne. Les premiers petits y naquirent en 2000, année à partir de laquelle il y eut officiellement des loups en Allemagne. Les loups allemands vinrent de l'Est, des loups migrèrent en France à partir de l'Italie. Des loups espagnols colonisèrent le reste de l'Europe à partir de l'Espagne, de la Suisse et de l'Autriche. Les distances que parcourt un loup lors de ces migrations sont aussi différentes que les animaux eux-mêmes. Certains se contentent d'aller sur le territoire voisin, d'autres vers la meute la plus proche, alors que d'autres encore parcourent des centaines de kilomètres. Certains loups, qui vont bien au-delà des frontières de leur territoire, sont d'authentiques espionniers.
Ce n'est que depuis l'introduction des colliers reliés par satellite que l'on peut suivre les loups qui s'aventurent très loin. Ils permettent de calculer la distance à vol d'oiseau de leurs plus petits déplacements. Un loup ne se déplace toutefois que rarement en ligne droite. Il erre à droite et à gauche et reste parfois un certain temps à un endroit. Certains loups parcourent d'énormes distances. Dans le Minnesota, un loup équipé d'un tel collier parcourut 4251 km, dont 498 km seulement presque en ligne droite. Lors de leur déplacement, ces prédateurs surmontent parfois des obstacles importants ou prennent sciemment des raccourcis. De surcroît, les loups peuvent parcourir de très grandes distances sur des lacs ou des mers gelées. On suppose d'ailleurs que les loups 5. En France, le loup a disparu au cours des années 1930. Les premiers indices de leur retour datent de la fin des années 1980, dans les Alpes du Sud. Leur retour officiel daterait de novembre 1992, dans le parc national du Mercantour. Les loups sont arrivés d'Italie, du massif des Abruzzes, NDT 108.